Pendant des générations, ils ont encaissé les humiliations, les injustices, les privilèges réservés à quelques-uns, puis un jour, quelque chose a cédé. Et lorsqu'un siècle de mépris explose en une seule nuit, ce n'est plus seulement de la colère, c'est l'histoire qui bascule. À la fin du XVIIIe siècle, la France est l'un des royaumes les plus puissants d'Europe. Mais derrière cette puissance, le pays est profondément divisé. La société s'est organisée en 3 ordres: le clergé, la noblesse et le tiers-état. Le problème, c'est que ce dernier représente l'immense majorité de la population. Des paysans, des artisans, des commerçants, des ouvriers, bref, tous ceux qui font vivre le royaume. Pourtant, ce sont eux qui supportent presque tout le poids des impôts. À l'inverse, une grande partie de la noblesse et du clergé bénéficie de nombreux privilèges. Au fil des années, ce sentiment d'injustice grandit. Pendant que les récoltes deviennent mauvaises et que le prix du pain explose, les difficultés du peuple sont souvent ignorées. Peu à peu, une idée s'installe, celle que certains comptent plus que d'autres, et qu'aux yeux du pouvoir, leur voix ne vaut presque rien. Pendant des décennies, cette frustration s'accumule, sans véritable réponse, comme une pression enfermée dans une cocotte minute, jusqu'au jour où elle finit par exploser. Pour résoudre la crise, les États généraux sont convoqués en 1789. Officiellement, il s'agit de trouver des solutions. Mais très vite, les tensions apparaissent. Car ceux qui représentent le tiers-État comprennent une chose. Même lorsqu'ils sont les plus nombreux, leur voix pèse toujours moins que celle des ordres privilégiés. Alors ils prennent une décision historique. Ils se déclarent Assemblée nationale. Un message simple. Ils ne veulent plus être consultés. Ils veulent être entendus. À Versailles, la situation devient de plus en plus tendue. À Paris, les rumeurs circulent. On parle de troupes qui se rapprochent de la capitale, on parle d'une possible répression, d'un retour à l'ordre par la force. Et lorsqu'un peuple perd confiance, les rumeurs deviennent aussi puissantes que les faits. Le 14 juillet 1787, des milliers de Parisiens se dirigent vers une forteresse, la Bastille. Au départ, personne ne sait réellement jusqu'où la situation ira. Des hommes avancent dans les rues, certains portent des armes, d'autres n'ont que des outils ou ce qu'ils ont pu trouver. Autour de la forteresse, la foule grossit. Les discussions deviennent des tensions, les tensions deviennent des affrontements, puis les premiers coups de feu éclatent. Pendant plusieurs heures, la confusion règne. La fumée envahit les abords de la Bastille, les hommes tombent, d'autres avancent malgré tout, parce qu'à cet instant, il ne s'agit plus seulement d'une forteresse. Il s'agit de tout ce qu'elle représente. Puis finalement, les portes cèdent, la Bastille tombe, et dans les rues de Paris, une nouvelle se répand. De bouche à oreille, de quartier en quartier, la forteresse du roi a été prise. Pour beaucoup, c'est la première fois de leur vie qu'ils voient le pouvoir reculer pour la première fois. Ce qui semblait impossible vient de se produire. Pendant des générations, des millions de personnes ont vécu avec le sentiment que rien ne pouvait changer. Que certaines décisions étaient intouchables, que certains privilégiés étaient éternels. Et soudain, cette certitude disparaît. Ce jour-là, ce ne sont pas seulement les pierres qui tombent, c'est une idée vieille de plusieurs siècles, l'idée que le peuple doit toujours subir sans pouvoir agir. À partir de cet instant, plus personne ne contrôle réellement ce qui va suivre, parce qu'une fois qu'un peuple découvre sa propre force, il devient très difficile de lui faire croire qu'il est impuissant. Ce qui rend la Révolution française fascinante, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé le 14 juillet 1789. C'est le temps qu'il a fallu pour en arriver là. La Bastille n'est pas tombée en une journée, elle est tombée après des décennies de frustration, d'injustice et de problèmes ignorés. Et c'est peut-être là la première leçon. La plupart des explosions ne commencent pas lorsqu'elles éclatent, elles commencent bien avant, dans ce que personne ne voit, dans les tensions qu'on préfère ignorer, dans les problèmes qu'on repousse à plus tard, parce qu'au début, rien ne semble urgent. Puis les jours deviennent des mois, les mois deviennent des années, et ce qui aurait pu être réglé finit par devenir incontrôlable. Les royaumes ne sont pas les seuls à fonctionner ainsi. Les entreprises, les familles, les amitiés, les couples, et parfois même nos propres décisions. Très souvent,
Ce qui nous détruit n'est pas le problème du jour où tout s'effondre, c'est le problème qu'on a laissé grandir pendant des mois ou des années avant cet effondrement. Mais il y a une deuxième leçon, peut-être encore plus importante. Pendant longtemps, les Français du tiers-état ont vécu avec une idée simple, l'idée qu'ils ne pouvaient rien changer, que les décisions venaient d'en haut, que les règles étaient... Leur rôle était simplement de les accepter. Puis un jour, cette croyance s'est brisée. Et lorsqu'une croyance disparaît, le monde entier peut changer avec elle. Parce que les limites qui nous enferment ne sont pas toujours réelles. Très souvent, elles existent d'abord dans notre esprit. Combien de personnes renoncent à un projet parce qu'ils sont persuadés qu'ils n'y arriveront jamais? Combien abandonnent avant même d'avoir essayé? Combien acceptent une situation qu'elles détestent simplement parce qu'elles pensent qu'elle ne changera jamais? Le 14 juillet 1789 n'a pas seulement montré qu'une forteresse pouvait tomber, il a montré que ce qui paraît impossible aujourd'hui peut devenir évident demain. Et c'est peut-être ça, la véritable leçon de la Révolution française. Les plus grands changements commencent rarement lorsque les circonstances deviennent parfaites. Ils commencent lorsque suffisamment de personnes, ou parfois une seule, cessent de croire que rien ne peut changer. Parce qu'à un moment où une personne retrouve son pouvoir d'agir, une possibilité apparaît. Et avec elle, un futur qui semblait auparavant impossible. Le 14 juillet 1789, lorsque les Parisiens prennent la Bastille, ils ne renversent pas seulement une forteresse. Ils mettent fin à une certitude vieille de plusieurs siècles, celle que rien ne peut changer. Pendant des générations, des millions de personnes ont cru que les règles étaient immuables, que leur place était déjà décidée. Puis un jour, une certitude vieille de plusieurs siècles s'est effondrée. Pas parce qu'elle était devenue fausse, mais parce que les gens ont cessé d'y croire. Et c'est peut-être là la leçon la plus importante de la Révolution française. Beaucoup des limites qui dirigent nos décisions ne sont pas des murs, ce sont des croyances. Des idées que nous avons acceptées tellement longtemps qu'elles nous semblent réelles. Pourtant, ce qui paraît impossible aujourd'hui peut devenir évident demain, à condition d'avoir le courage de remettre en question ce que tout le monde considère comme acquis. Parce qu'au fond, les révolutions les plus importantes ne commencent pas toujours dans les rues. Elles commencent souvent dans l'esprit de quelqu'un qui refuse d'accepter que rien ne puisse changer.